Merci, madame. Donc, je reprends où j'en étais, mais je vais le répéter alors. Je disais qu'il nous semble que pour certaines familles, un euro, à travers de la proposition qu'on propose, un euro, c'est aussi important pour certaines 10, d'autres 100 ou d'autres 1000. Tout ça pour dire que sur ce sujet-là, ce n'est pas le nombre d'euros qui sera important. C'est tout simplement l'ensemble des familles qui seront concernées, nous semble-t-il. L'ensemble des familles. Et je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. On regrettera toujours qu'il y ait une importante de familles concernées. Parce que ça veut dire qu'il y a une importante de familles qui sont en difficulté. Donc sur ce sujet, j'espère qu'il y a unanimité sur le fait, sans compter le nombre de familles, de dire toutes les familles qui sont concernées. Voilà. Et le montant donc, il ne sera pas très élevé, je suppose, surtout si on compare le montant qui a été précisé, et ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même registre. On n'est pas du tout dans le même registre. Voilà. Oui, je vous donner la parole. Je n'ai pas bien compris la première intervention, la première partie, parce que pas du tout pour polémiquer les commerçants douceurs, mais il y en a qui vont arriver cet été et qui n'étaient pas sur le migrant et qui ne sont pas des migrants. Je ne vois pas pourquoi on les aiderait. A contrario, je pense qu'on on peut faire des contre-propositions, par exemple, ce qu'on appelle le débat avant. Je pense que quelque chose qui aurait été intéressant et pour les familles et pour les commerçants, vu que je ne peux pas me donner le chiffre parce qu'il n'est peut-être pas très important des familles, mais on aurait fait des bons d'achat aux familles les plus défavorisées, des bons d'achat pour les dépenser dans les commerces locaux. Je pense que là, c'était gagnant-gagnant. Voilà. Vous pouvez prendre cette proposition, c'est une proposition que je fais ce soir. Alors, cette proposition ce soir, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Entendu pour vous, le bon de d'achat, je vais faire une proposition supplémentaire. On a déjà abordé ce sujet ici à l'équipe. Il y en a même parlé de bon d'achat, mais je ne voudrais pas en parler maintenant, parce que c'est pas des décisions qui sont prises, qui méritent effectivement de réflexion et qui sont sur le budget de l'hiver. Et ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. Mais c'est une réflexion qui est tout à fait dans la réflexion. Monsieur Fortino. Oui, je vous remercie, monsieur le maire, monsieur le rapporteur. Pour faire un parallèle, parce que sur la gestion de cette crise sanitaire qui est totalement inédite, que vous avez rappelé, d'autres collectivités ont été amenées à prendre des décisions importantes en urgence, de soutien, et parce qu'il fallait faire preuve par rapport à personnes que vous évoquez, qui étaient dans une détresse particulière, et particulièrement le problème de la détresse alimentaire. On a été amené à prendre une décision, par exemple, au niveau du département. Et quelle fut grande ma surprise, c'est pour tout le monde quand même aussi ça en tête. Le seul courrier que j'ai reçu pour remettre en cause le soutien au bon alimentaire payé par le département à hauteur de 250 € pour les familles est venu de vous, monsieur Plantier. Donc, quand vous venez nous expliquer, la main sur le cœur, ce que vous faites, même quand ce n'est pas vous qui payez, vous en inquiétez. Parce que pourquoi on met en place ces bons alimentaires? Parce que toutes les banques alimentaires avaient fermé. Pour que les gens puissent aller dans le seul commerce qui était ouvert, c'était les grandes surfaces. C'est quand même assez surprenant, alors que tous les autres présidents de CCAS nous ont écrit pour me remercier, le seul qui s'en est inquiété, c'est vous. Donc c'est simplement pour que tout le monde comprenne bien votre approche des difficultés des personnels. Et vous avez évoqué aussi le problème des ordinateurs.
On peut se féliciter dans ce département de l'équipement individuel d'un grand nombre d'enfants qui a permis d'avoir un suivi important, et vraiment très important, que tout le monde ait pu travailler à distance. On avait les taux les plus élevés de France pour qu'il y ait le moins de décrochage possible. C'est pour ça que on parlait aussi tout à l'heure de continuité de service. Quand, comme l'a expliqué M. Pomarest, et je comprends que le monde a dû se mettre à l'abri, mais il y a d'autres endroits qui sont restés ouverts et qui ont répondu présents en permanence. Parce que quand on gère un service public, il faut la continuité du service public. Et c'est ça qui est quand même le plus important. Quand le premier jour, monsieur le maire, les premiers jours, au standard du département des Landes, il y avait à peu près 150 coups de téléphone. 30% de ces 150 coups de téléphone par jour, c'était pour des problèmes de besoins alimentaires. Et donc, c'est là quand même que c'est quand même un peu surprenant d'avoir des réactions de certains. C'est tout ce qu'on voulait dire pour que tout le monde entende, parce que écrire à la population un certain nombre de décisions qui sont prises, que l'on discute ici ce soir, pour faire de la communication, c'est une chose, mais que chacun sache un petit peu ce qui s'est passé pendant la période où c'était le silence complet. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que vous me dites, M. Fortunon. On fait de la communication, mais on fait surtout de l'action. Bien vous dites, c'est tout. Et ce qu'on communique, c'est ce qu'on fait. Voilà. S'il vous plaît. Alors, je vais reprendre juste de manière peut-être plus civilisée mon intervention de tout à l'heure. Parce que vous n'allez pas m'expliquer que 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce n'est pas le même budget ou la même intervention pour les gens, quand effectivement la banque alimentaire ferme et quand votre préoccupation des familles intervient maintenant. La banque alimentaire a fermé, il y a des gens qui ont été en grosse difficulté, et votre seule préoccupation ou votre définition des personnes vulnérables a été un papier qu'on pouvait vous renvoyer. Et votre définition de la personne vulnérable, c'est la personne qui a plus de 65 ans ou qui est handicapée. Mais les familles qui étaient en difficulté pour s'alimenter, ce n'était pas dans votre document. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une inquiétude. Il y a des communes qui ont maintenu les cuisines centrales, qui ont maintenu le repas, au moins, pour les enfants qui étaient en difficulté le midi. Je pense que ça aurait pu être des actions que vous auriez pu mener. La cuisine continuait pour les pannes, pour le portage des repas. Elle aurait pu continuer pour les enfants qui étaient en difficulté, ou les familles qui étaient en difficulté pour alimenter leurs enfants le midi. Enfin, il y avait plein d'actions et vous auriez pu consulter les gens pour voir et s'inquiéter de la population de manière plus générale. Merci, madame. Agnès, vous répondez. Oui, la banque alimentaire a été fermée, je crois, 2 semaines, même pas. Et il y a eu des colis d'urgence, ça j'en suis sûre, des colis d'urgence. Et je crois que j'invite tout le monde ici, de venir voir comment fonctionne la banque alimentaire, parce qu'on ne voit pas beaucoup de monde de chez vous. Hein. Bon. C'est qui le paye, Madame Rossignol, la banque alimentaire? Qui c'est qui paye la banque alimentaire, Madame Rossignol? Non, mais c'est parce que je veux bien recevoir des leçons, mais à un moment donné, faut quand même redire les choses telles qu'elles sont. Bon, c'est le CIS. Voilà. Oui, c'est bon. Là, je suis d'accord avec vous, c'est le CIS qui finance. Mais toute la gestion et tout le travail, ce sont des bénévoles. Et vraiment, moi j'en viens toute l'après-midi, je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est parce qu'on regarde quand c'est Mme Rossignol, et vous le savez très bien, parce que et tout le monde ici était prêt à suppléer les personnes
qui étaient, elles, obligées de se confiner, et elles, c'est tout à fait normal, et que beaucoup de personnes ici se sont proposées, et on leur a surtout dit que ce n'était pas possible. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est difficile de gérer la banque alimentaire, je le conçois, quand on est à 80 km. Merci, M. Fortinant. Madame, vous avez la parole. Alors c'est vrai que j'ai parlé de la banque alimentaire, mais à période exceptionnelle, action exceptionnelle, il y aurait pu avoir des mesures différentes. Et quand je parle de la cuisine centrale et du maintien des repas pour les enfants qui étaient en difficulté, ou des familles qui étaient en difficulté pour alimenter leurs enfants, c'était une mesure exceptionnelle, Madame Rossignol, qui aurait pu être mise en place. Il y avait plein de choses à inventer, plein de communes ont pu inventer. Ok, merci bien. Avant qu'on passe au vote et pour ce sujet et passer au troisième sujet, je voudrais, pour le sujet associatif, donc remercier encore toutes les associations et vous préciser que suite à une demande que nous a adressée l'association du Café-Com, qui, parmi ces actions, on peut citer, c'est-à-dire la livraison de bourses pour les personnes isolées, avec 2 livres de jour, la collecte, l'achat, la distribution de matériel pour les parcs, la maison de santé, le CIRS, le CCRS, les collectivités professionnelles de santé, les infirmières du secteur, ainsi que les commerces qui étaient ouverts. Pas moins de 5 employeurs bénévoles. Elles ont confectionné 850 commerces en tissu. L'association a également soutenu l'initiative d'une personne qui réalisait des visières de protection avec une imprimante 3D. Elle appartient à un collectif structuré, à un groupe qui s'est mis sur Facebook. L'association s'appelle Café-Com, vous la connaissez, c'est un secteur que vous connaissez par le biais de ce crise de Covid. Café-Com a financé une seconde imprimante 3D ainsi que la matière première pour la fabrication des visières. Elle les a distribuées aux personnes fragiles, aux professionnels, aux personnels des structures en première ligne. Pour cela, les membres de l'association ont mis en place une véritable logistique tenue par des bénévoles motivés et qui s'est révélée très efficace. Durant cette période de confinement particulièrement difficile, les bénévoles de Café-Com ont entretenu une véritable chaîne de solidarité grâce à leurs initiatives. Celles-ci ne sont pas faciles à aperçues. Les bénéficiaires, tout d'abord, mais encore des médias qui les ont abondamment relayés, et enfin les institutionnels. L'association, après avoir fait des demandes de subventions et reçu de nombreux dons d'anonymes et d'autres associations mises à l'aise, va bénéficier donc du soutien, du moins on l'espère, de toutes les collectivités, que ce soit le conseil départemental, les communes, Montreville, et la caisse d'une banque, on va dire, nationale qui a son siège dans les rangs. Pour notre part, nous reprendrons positivement leur dossier qu'on a pu présenter ce soir au Conseil avec nos biais techniques, c'est pas possible, mais de nous donner l'information, donc ce sera une décision numérique, que ce soit assez rapide. Nous répondrons favorablement, mais de le partager avec vous, avec leur demande de subvention qui s'élèvera à 2786, en 82 euros. Et nous les remercions autant que les autres associations d'avoir, parce qu'on parle d'un avocat d'actions qu'on aurait pu faire, mais il faut se rappeler que pendant cette période-là, il n'y avait pas forcément beaucoup de courageux pour sortir de chez soi. Il y a des personnes qui étaient fragiles et certaines qui n'ont pas pu sortir. C'est respectueux, mais je peux voir les associations qui sont faites pour par exemple une voiture à l'effort des gens sur un papier. Je crois qu'il faut aider. Je crois qu'il faut leur donner beaucoup de choses. Ah, pardon. Vous n'avez pas entendu, c'est vrai. Forcément, donc, ça, c'est vrai qu'il y a des rapprochements. Il y a des similitudes, oui, il y a des rapprochements, semble-t-il. On est sur la même table. C'est pas mal. Ok. Je voudrais juste vous donner ma position concernant le point numéro 2, quand même, pour en revenir sur ce qu'on discute. D'accord. Je vais m'abstenir sur ce point-là pour deux raisons. La première, c'est que vous nous faites délibérer sur des choses budgétaires, alors que, comme tout à l'heure, vous l'avez si bien expliqué tous, le budget de 2019 n'a pas été clôturé. D'accord. C'est bien dommage, parce que pour répondre à Arnaud, on aurait pu attendre la nouvelle équipe pour faire un DOB, on aurait pu voter avant la clôture du budget 2019. Ce n'était pas incompatible. D'ailleurs, je crois que certains des élus ont dit que c'était une connerie.
Voilà, donc le budget n'est pas voté, donc on a un impact sur le budget, ça me dérange un peu. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas pourquoi on fait 2 mois de gratuité aux abonnés du Golf. C'est pas ce que les abonnés et les adhérents du Golf ont demandé, c'est pas le courrier qu'ils vous ont envoyé. C'est correspondant. Vous n'avez jamais demandé de faire 2 mois de gratuité. Et la deuxième, c'est des déchets verts et encombrants. On est tous habitués à 800 à tailler louer, à payer nos déchets verts. Voilà. Et donc pour moi, ça passe un peu quand même pour du racolage électoral. Et ça, je veux pas poursuivre. Également pour les commerces. On avait, pendant la campagne électorale, première, prévu de diminuer les taxes du domaine public. Ce n'était pas ton cas, ce n'était pas votre cas, à la liste de la majorité actuelle. Et du coup, là, on y revient. Je pense que ça, par contre, on est quand même le 11 juin. Les élections, c'est le 28 juin, à 17 jours près. On aurait pu, tant qu'à faire, laisser cette décision à l'équipe sortante et pas le faire 17 jours avant. Tu l'aurais fait 2 mois avant, au début du mois d'avril, ça j'aurais compris. Mais là, le 11 juin, là, c'est pas la même chose. Enfin, je sors de ce point-là. Tout à l'heure, tu as dit une grosse ânerie. Tu as dit qu'il y avait très peu de courageux dans cette salle. Je te dis, tu arrêtes de bêtises. Oh, ne nous prends pas pour de la fin de 6 semaines. J'entends qu'on parle. J'ai 63 ans, j'ai pas 10 ans, d'accord? Donc tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de courageux. Je te signale quand même que les 2 listes qui étaient concurrentes à la tienne ont envoyé des courriers à la mairie pour dire qu'on était disponible. On avait 30 personnes dans nos listes qui étaient disponibles pour travailler pour nous, en dehors de toute considération politique, d'éthique, de tout ce que tu veux. Voilà. On a tout le temps été refusé. Quand j'ai voulu aider Kafenkov, tu as des élus qui sont là-bas, là, sur ma gauche, qui nous ont taclés sur les réseaux sociaux en nous accusant de racolage électoral. Alors, voilà. Quand tu dis ça ici, en séance publique, il y a des choses qui passent pas bien. D'accord? Voilà. Je vais terminer. Oui, fais attention à ce que tu vas répondre, Katia, parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon, je voudrais qu'on reste dans une certaine décence. Je vais juste rajouter. Non, je finis, je parle. Tu n'as plus le micro, je suis désolée. Je voulais juste rajouter que tu aurais pu t'investir à titre privé, comme je l'ai fait et comme d'autres autour de cette table l'ont fait. Point. Bon, merci Katia. Madame le maître, vous avez la parole et puis on va essayer de conclure. Oui, moi juste dire effectivement, Carnot, quand tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de courageux, pas que dans cette salle, tu as dit ça, moi tu pourras t'écouter, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de courageux pendant cette période. Il y en a quand même beaucoup qui ont travaillé, déjà, premièrement. Il y en a beaucoup qui se sont proposés au CCAS et il me semble que dans certains écrits, vous avez dit que vous étiez surpris de la solidarité des mini-années. Donc moi je pense qu'au contraire, les mini-années ont été très solidaires et pour moi, sincèrement, ça ne m'a pas surpris. Parce que quand on connaît les mini-années, on sait qu'ils sont solidaires. Donc, voilà, donc cette phrase-là, Arnaud, tu t'es peut-être mal exprimé, mais en tout cas, elle passe mal. Parce qu'effectivement, je pense que, Madame Rossignol, au niveau du CCAS, vous avez eu beaucoup de bénévoles et que vous avez été très surpris, vous me l'avez écrit dans le mail. Et que ces bénévoles, justement, on aurait pu en profiter pour, pendant la crise, les intégrer à la banque alimentaire. Il y avait des personnes moins vulnérables, un peu plus jeunes, et que justement, ça aurait été très intéressant de les intégrer à la banque alimentaire, notamment, ou à d'autres systèmes, et que justement, ça aurait permis de ranimer le tissu de bénévoles. Donc voilà, est-ce que, effectivement, Arnaud, on peut dire quand même que les mini-années ont été solidaires. Donc effectivement, l'association Kafenkov a pris beaucoup de place. Cette association-là, puisque maintenant la crise est terminée, ou enfin est différente, donc il y a beaucoup de
travailler et on leur souhaite surtout de pouvoir faire la meilleure des saisons possibles. Je pense qu'ils vont être un peu inquiets en entendant ce soir que toutes les subventions aux animations culturelles et sportives vont être supprimées. C'est ce que tu as dit aussi. Écoutez, c'est ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, Madame Martin. Tu as dit que tu allais supprimer dans le budget les subventions pour les animations. Donc, on ne sait pas ce qu'il y aura comme animation. En tout cas, on sait que les arènes vont être fermées, a priori. Non, mais est-ce que les arènes vont être fermées? On va vous répondre. Voilà. Est-ce que les arènes vont être fermées ou pas? Il y a une confusion dans ce que vous dites. D'accord. Donc, j'attends et puis je reprendrai la parole après. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je vous demande de bien lire le compte rendu du conseil municipal. Je n'ai dit qu'une chose sur le premier point courageux. J'ai dit qu'il y avait eu des gens qui n'ont pas été courageux. Et je n'ai jamais dit dans cette salle. Je n'ai jamais dit dans cette salle. Soyons bien d'accord. Je connais votre façon de communiquer. Je me dis ça présente, je n'ai pas dit ça. C'est la première chose. Ça sera quoi? Ça sera? Bravo. On efface les propos du conseil municipal. Bravo. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai même pas dit. De même, la référence de l'Est, je n'ai pas dit tout ce que vous venez de dire. J'ai simplement dit, mais c'est écrit, qu'effectivement, il y aura des manifestations qui seront purement et simplement annulées. Je ne vois pas où est-ce que vous vous focalisez sur le sujet, vous avez parlé des arènes, mais comme notre sujet, on fait à l'avancement et de vous rappeler que les annulations, toutes les annulations, sont validées si elles sont par les associations concernées. Madame Delay. Il n'y a aucune décision qui se prend en ce qui nous concerne avec la volonté de faire contre la volonté de l'association. Là aussi, que ce soit bien clair. Et s'il y en a une, il faudra en dire qui, Madame Delay. Les associations, on les a toutes reçues. J'en ai parlé à l'introduction. Il n'y en a aucune à laquelle on a imposé. Et s'il y en a une, dites-la ce soir maintenant. Non, mais j'ai jamais parlé de ça. Il est écrit que, on me prend complètement, que certaines seront purement et simplement annulées, les spectacles et les animations culturelles et sportives. Donc je vous demande, par exemple, les arènes seront-elles ouvertes ou pas cet été? Et donc, je vous réponds à cette heure-ci, avec les éléments que l'on a et les associations qui nous ont répondu. Quand on parle d'arène, on parle essentiellement de la course hollandaise et de la corrida, à minima. Les présidents de chaque association nous ont dit on ne fera pas de course hollandaise et on ne fera pas de corrida. Ce n'est pas une décision de la mairie, ce sont eux par rapport à la fédération, mais vous le savez très bien. J'espère que vous le savez, vous lisez les journaux, vous savez lire des éléments quand ça vous intéresse, vous n'avez pas pu oublier celui-ci. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est la concertation avec les associations et c'est même imposé par la fédération. On parle de quoi? Bon. Alors moi je vais vous répondre, je ne parle pas du spectacle, parce que les arènes ne servent pas qu'aux associations. Donc j'ai bien noté que les courses hollandaises et que les corridas avaient été annulées, je sais lire heureusement. Donc ça c'est bon. Je vous parle par exemple d'une société de spectacle L'Homme d'émotion qui a essayé de vous joindre depuis 3 semaines pour savoir si éventuellement vous seriez d'accord pour qu'il y ait un spectacle dans les arènes et qui ont proposé, en fonction des gestes barrières, des mesures de distanciation, etc., une jauge de 800 personnes dans les arènes. Et vous leur avez écrit que les arènes étaient fermées. Je ne parle pas des associations. Je n'ai jamais parlé ni de la corrida ni de la course hollandaise. Donc c'est pour ça que je me permets de demander. Et je sais dire merci Arnaud. Et tu peux me tutoyer, hein, aussi. Et
bien, écoutez, Mme de l'Est, il y a des décisions qui seront prises pour la suite. Vous savez très bien que chaque semaine ou chaque 15 jours, nous recevons des informations du gouvernement. Aujourd'hui en tout cas, et pour l'avenir proche de l'été qui arrive, il est hors de question de prendre des décisions à risque. On peut tout de même considérer qu'en plein été, avec des dizaines de milliers de personnes, s'il n'y a qu'un seul événement à 100 km à la ronde, imaginons, par une décision qui serait prise seule, en nous misant par nous-mêmes. Peut-on mesurer, peut-on être sûr de la sécurité avec des gens qui feraient, parce qu'il ne se passera pas grand-chose cet été dans l'ensemble des villages côtiers, on peut bien évidemment s'en douter, peut-on mesurer le contrôle et la maîtrise au niveau sanitaire et sécurité? Le savez-vous? Eh bien, nous non plus. Donc aujourd'hui, on va avancer pas à pas. Et si on peut autoriser, même la course hollandaise, c'est pas la deuxième mois de doute, mais même la course hollandaise, une autre manifestation, on le fera. On ne méprise pas, aujourd'hui encore, tous les aboutissants des décisions que nous pouvons prendre. Donc on avance avec les directives du gouvernement, de la préfecture. Je pense que c'est la meilleure solution. Et aujourd'hui, toutes les décisions que nous avons prises en concertation, soit, elles sont forcément en relation avec la préfecture. Donc à ce sujet, on n'a pas de réponse définitive à donner, on n'en donnera pas tant qu'on ne sera pas sûr de ce qu'on peut donner. Voilà le schéma dans lequel on s'inscrit. Allez, on t'écoute. Oui, Monsieur Bourdin, donc je vois que vous suivez attentivement les préconisations de l'État. Depuis le 1er avril, l'État a demandé à toutes les mairies de donner les subventions aux associations. Le 6 mai, on s'est réunis. Je vous ai demandé où ça en était. Ça allait se faire. On est le 11 juin. Ça va encore se faire. Moi, je veux dire, depuis le 1er avril, on est le 11 juin, ça fait quand même 2 mois et demi. Tout à l'heure, si on a le droit de faire quelques petites animations à Mimisa, je pense que ce serait judicieux d'avoir les associations, comme les Papinotes par exemple, qui puissent faire des animations sur la ville. Mais en fait, là, on a l'impression que les associations, vous les délaissez. Alors certes, vous les convoquez, je veux dire, ça fait 2 mois et demi que ça dure l'histoire. Tous les ans, ils ont leur subvention en mars. Certes, il y a eu le Covid. Bon, arrêtez la parenté, vous êtes chiante là. Ah, c'est pénible, vous tournez comme ça. Oui, non, moi ça m'agace. On vous a demandé, monsieur Bourdin, de se réunir, c'était oui. Enfin, le CIP, vous avez fait plein de promesses que vous n'avez absolument pas tenues. Et là, les associations, on va avoir besoin d'elles. Il faudrait leur prouver qu'on est là, quoi, pour elles. Bon, M. Bourdin va répondre et puis on va essayer de procurer ce débat sur le Covid. Je vois, regardez. Ne créez pas un climat qui n'existe pas. Il y a entre l'ensemble des associations que je vois, Carlos Rossignol, et que les 2 autres adjoints concernés, respectivement à leur selon leur structure, rencontrent. Il n'y a que des rendez-vous où on trouve des solutions. Donc ne n'inventez rien, il n'y a aucun mal-être, avec les associations. Et s'il y en avait, nous les avons déjà rassurés, et non pas depuis 2 mois et demi, parce que le confinement c'était le 11 mai, et du 11 mai jusqu'au 10 juin, il n'y a jamais eu 2 mois et demi là. Ça c'est une parenthèse. Je continue, non, parce que 2 mois et demi, on va remonter à Noël. Je vous rappeler, même si c'est un cercle politique avec le Covid, mais il n'empêche qu'on va pas travailler, on va partir de 4 par an le 11 mai. Et je finis. Et les associations, si certaines avaient été dans l'urgence, et ça aurait pu arriver, elles le savent aussi. Donc ne faites pas le surenchère de mauvaises informations, je vous en prie. C'est pas la vérité. Elles le savent aussi. Nous avons fait une décision du maire immédiatement pour leur donner
si besoin est fait, le nombre nécessaire pour pouvoir leur permettre de continuer d'exister. Il n'y en a pas à cette heure-ci, Madame Blas, il n'y en a pas. Ou alors elles ne se sont pas manifestées. Mais vu le nombre d'associations que j'ai reçues, et vu ce qu'elles représentent sur l'INISA, même si je le reçois demain, je le ferai, mais j'ai peur de contact avec elles aujourd'hui. Alors ça, je vous l'apprends peut-être, mais quand on ne sait pas, on ne passe pas l'inverse, en tout cas on ne dit pas dans une assemblée, pour que demain dans la rue, on dise qu'ils ne s'occupent pas des associations. Donc je m'occuperai d'elles jusqu'au bout, Madame Blas, avec l'équipe, et elles le savent déjà, pour celles qui ont demandé plus, et beaucoup plus que leur subvention, elles l'auront. Elles l'auront, Madame Blas. Et aucune d'entre elles n'est quelqu'un. Ok. Et oui, Madame Blas. Sinon, il faut venir à laquelle cette fois. Dites-moi, je vous écoute. Et puisqu'il y a là, je vous écoute. Si vous êtes au courant, Madame Blas, ils ont la vérité, je vous écoute. Et je note. Là, je pense que là, vous mélangez beaucoup de choses. En fait, C'est facile, on s'échappe. On s'échappe. Dites-moi, je vous écoute. De suite, je prends note devant tout le monde. Quelle association c'est fait? oui, là, vous Attendez, vous donnez la parole, en fait. Voilà. Dites-moi, je note. Donc, en fait, là, vous êtes tous vos sous-entendus, c'est que vous ne voulez pas que demain, les gens croient que vous ne vous occupez pas. C'est tout ce que j'ai retenu. C'est ce que pensent les gens de vous. Mais je veux dire, c'est pas les mots. Ah, mais c'est ce que vous avez. Vous faites un peu des procès d'intention. Mais je pense que les subventions, c'est un budget c'est un budget que vous auriez dû voter il y a très longtemps. Et on en a parlé le 6 mai, et vous m'avez dit que ça serait fait. On devait se voir, on ne se voit pas. Ouais, c'est comme le compte administratif, le 6 mai, on devait l'avoir au suivant. C'est pareil. Ce jour-là, on a eu que des promesses. Merci, Madame. Allez, à toi. Juste pour compléter, si on avait voté les subventions avant, il y a des événements qui n'ont pas eu lieu. Il y a des choses qui ont enfin, tout a été chamboulé, le planning est le même. Et par rapport aux animations qui pourraient avoir eu cet été, pour avoir reçu la CESA et les patinants, ils n'ont pas l'autorisation par la fédération de jouer de l'instrument de musique dans la rue parce que c'est un instrument à projection pas avant au moins le mois de septembre. Bon. Monsieur Fortinon, vous avez la parole. Vous voyez, je suis patient. Simplement, comme Arnaud a posé une question, j'en étais, je présume, une adressée, concernant le soutien à l'association des commerçants, par le département et la communauté de communes. Nous, on a respecté au niveau du département et de la communauté de communes l'ordonnance sur un abri. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu de réunir les assemblées pour pouvoir attribuer les aides et les subventions. Et on leur a notifié, ça fait déjà longtemps. Donc, je veux dire, moi, aujourd'hui, vous évoquez l'éventualité de le département et la communauté de communes a déjà écrit. Et la communauté de communes, en l'occurrence, si vous voulez, elle informe l'ensemble des élus qui siègent, les nouveaux et les anciens. On fait ce qu'on appelle un flash info toutes les semaines pour tenir au courant l'ensemble des élus, parce qu'il nous semble que c'est indispensable, de toutes les décisions qui sont prises selon l'ordonnance du 1er avril. Je pense que c'est un fonctionnement qui aurait pu être celui aussi du conseil municipal. Moi, je suis respectueux de la démocratie, je m'adresse aux élus qui siègent pour les informer des décisions et pour qu'au quotidien ils sachent. Dès la première semaine, on a transmis le plan de continuité d'activité. On a réuni les organisations paritaires dès que ça a été nécessaire. Mais il y a d'autres fonctionnements que celui qu'on a connu ici, c'est tout. Donc, pour vous rassurer, et par rapport à la problématique des associations que vous évoquez, je veux dire, l'ordonnance vous permettait à tout moment de pouvoir le faire. Donc là, dans le plan d'urgence qui a été évoqué par le département, c'est 1 million d'euros qui a été prévu pour les associations. Il y a eu un appel
qui a été faite pour les associations qui étaient en difficulté, et je peux vous dire qu'elles ont répondu, hein, parce qu'on en est déjà à plus de 700 000 euros de demandes sollicitées, et donc je pense, il y a des associations misanesques qui ont sollicité le département. Donc je pense que si elles ont sollicité le département, elles doivent avoir aussi sollicité la commune. C'était simplement pour que tout le monde aussi, moi je donne des faits, j'ai l'habitude, et si vous souhaitez, je vous donnerai même la liste de toutes les associations concernées. Merci, M. Fortin. Et je vais juste conclure, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, qu'avec des moyens différents de gérer le crise pour la commune, le département, je le souhaite et je l'espère, la communauté de communes, je le souhaite et je l'espère, nos communes voisines, je le souhaite et je l'espère, et la nôtre, je le souhaite et je le pense, ont bien géré cette crise, sans être parfait, mais du mieux qu'on ait pu le faire. Bon, je vous propose, après ce long débat sur le Covid et la gestion du Covid, de passer au vote. Donc, êtes-vous d'accord pour la mise en place des mesures d'accompagnement à destination du commerce local et des familles? Unanimité? Non. Ah, M. Gondo, excusez-moi. Abstention. Merci beaucoup. Point numéro 3, il s'agit de la création d'un poste saisonnier. Dans le contexte actuel, nous manquons de visibilité sur ce qui va se passer cet été. Cependant, nous vous proposons la création de postes pour la saison 2020 à effectif constant par rapport à 2019. Ces postes seront pourvus en fonction des besoins. Ça concerne l'ouverture des centres de loisirs du bourg et de la plage, les renforts des services intendance, enfance et jeunesse, communication, voirie, environnement, fêtes et cérémonies, le renforcement du service de la police municipale, la surveillance et des baignades sur les plages. Ce qui représente la création de 80 postes, dont 3 pour le pôle vie locale et sportive, 11 pour le pôle action éducative, 23 pour le pôle équipement et infrastructure, 42 pour le pôle police municipale sécurité des plages, 1 pour le secteur communication. Monsieur le maire. Des observations? Donc, c'était juste une question. Oui. Concernant les renforts Mais il ne faut pas beaucoup encore. Le parti Merci, écolo. Oui, juste une question concernant la police municipale. Je ne comprends pas, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous allez créer une brigade sanitaire d'été. Pour moi, pour le confort des gens qui auront assuré cette mission, ça aurait été mieux que ce soit fait par la police municipale. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas intégré plus de gens saisonniers dans la brigade de la police municipale, qui soient protégés un peu par la police, par le fait d'être la police municipale, pour faire cette mission. Parce que quand il va s'agir d'aller séparer un groupe de 25 personnes sur la plage qui sont un peu alcoolisées, bon, je ne dis pas que d'avoir un uniforme ça protège, mais bon, c'est un peu mieux. Non, effectivement, on s'est plutôt orienté vers une notion de personne à qui d'ailleurs on demandera, et justement l'uniforme n'a pas été bon. L'idée, c'était, ça sera, avec la manière plutôt de faire ça de façon sympathique, de façon sans l'uniforme, pour pas qu'il y ait cette relation force de l'ordre à la population, et de faire ça avec peut-être un petit peu une approche. On a dit médiateur tout à l'heure, c'est-à-dire discuter et pourquoi pas sous forme de certaines anecdotes, enfin, quelque chose de pas trop lourd, quoi. Et il nous semble que c'est le mieux par rapport à une population de vacanciers ou de nous-mêmes qui sont un petit peu plus décontractés dans ces périodes-là, plutôt que de faire intervenir le fond de l'ordre. À 22h, 23h, 21h, voire en fin de journée, il y a des personnes qui sont peut-être qui passent beaucoup de populations qui sortent de la plage ou qui rentrent dans un restaurant en plein horizon. Voilà ce qui nous semble. Une fois de plus, c'est notre choix. Voilà pourquoi on a fait le choix de personnes avec uniformes. Voilà. Merci. Madame
te laisse donner la parole. Oui, juste pour savoir, ce sera combien de personnes et du coup, elles sont où là dans le tableau? Ces personnes de la brigade sanitaire, parce que quel profil? Parce que c'est vrai que c'est bien, mais quel profil de personnes? Alors, franchement, je n'ai pas de chiffre, je peux tromper de main. Il y aura 8 au total, dont 6 saisonniers. Ils sont où dans le tableau là? 6 saisonniers. La brigade sanitaire, c'est 8 agents, dont 6 saisonniers. Les 6 saisonniers sont pris parmi les 80 qu'on a recrutés. Parce qu'il y a des postes qui n'ont pas été pourvus, notamment des postes qui étaient dédiés à la logistique pour les manifestations, etc. Donc ils vont être pris dans cet effectif-là. Bon, merci. S'il n'y a pas d'autres observations, on va passer au monsieur Pomarez, vous avez la parole. Oui, c'est juste. Donc l'année dernière, on était à 84 saisonniers, là on est à 80. Par contre, on voit une baisse significative du coût, puisqu'on passe, on était à 460 l'année dernière, 460 000 euros, et on passe à 314 000 euros. Donc, je suppose que vous avez j'ai une bonne explication, je pense. Les contrats vont être moins longs. Et les plages, du coup, vous comptez les surveiller jusqu'à quand? Parce qu'on pourrait avoir cette info. Et juste un petit commentaire. Il y a déjà quasiment 150 000 euros là, de gagner par rapport à vos dépenses. Par rapport au commerce qui était à 180 000, vous avez tout développé comme quoi ça va être dur et qu'il fallait faire moins de dépenses. Là, vous avez déjà gagné 150 000 euros. Pas compris. Pas compris. Alors, t'as compris? T'as compris? C'est bon. On va voir si c'est bon. Donc sur le... Si, les ouvertures de plage, les chambres, c'est comme... Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Les deux premières plages commencent, je crois que c'est un stade de week-end qui arrive, voilà, tout à fait. Et ensuite, on déroule comme prévu. Et puis la deuxième remarque, c'était sur le charge à régie en termes de salariat. Comment expliquer les 150 000 euros par rapport à l'année? Pas les éléments de détail qui sont forts sur le sujet. Ça aussi, c'est du budget prévisionnel du coût salarial des saisonniers est estimé à 314 000 euros. Réalisé 2019, 460 000. Voilà. Donc, comment on l'explique? Bon, ici, on vous a dit que c'était une déclaration à effectif constant, puisque évidemment on ne sait pas trop où on va cet été, on le sait un peu, mais il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses à prévoir en moins et en plus, donc on s'est basé là-dessus. Effectivement, M. Pomarez, vous avez raison, il y a une différence de coût par rapport au réalisé de l'année dernière, tout simplement parce que les besoins vont être sans doute moins importants, puisque la durée de la saison sera certainement raccourcie. Ça va commencer plus tard, sinon Madame Lafalquière, qui est notre technicienne, peut-elle m'aider là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à apporter là-dessus? Moi, je pense que ça s'explique de cette manière, en fait, dans les prévisions. Voilà, on va rentrer. Si vous voulez des détails, les techniciens, oui, évidemment. Juste quelques points de précision. La limite que vous votez là, c'est pour permettre le recrutement de saisonniers 80, 84, 90 ou 70. C'est pas comme ça qu'on compte. En fait,
fait, vous prévoyez un volume de saisonniers et la ville recrute en fonction des besoins. Avec 80, on est sûr de répondre aux besoins qui sont identiques à ceux de l'année dernière. Si on met 80, ça se trouve, il n'y aura que 70 saisonniers, parce que les services auront moins besoin du fait de la crise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, des saisonniers devaient commencer plus tôt. Il y a des saisonniers au service technique qui commencent parfois dès le mois d'avril. Les plages, elles ouvrent au mois de mai, les week-ends et les jours fériés. Cette année, elles n'étaient pas ouvertes. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait une économie, une dépense en moins de plus d'un peu plus de 100 000 euros. Par contre, les services vont avoir cet été le nombre de saisonniers dont ils ont besoin, les espaces verts 4, les services techniques 20, les MNS 37, les SVP 5, comme l'année dernière. Voilà. Par contre, les agents vont travailler moins, puisqu'ils vont être embauchés là à partir de demain, alors que d'habitude, les plages sont ouvertes les mois de mai pour la surveillance. Voilà la différence. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est pour cette création d'emplois saisonniers? Unanimité. Merci. Point numéro 4, ça concerne l'avancement de grade et donc il faut créer le poste correspondant. Donc l'avancement de grade permet à un agent de passer au grade supérieur tout en restant à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. L'avancement de grade n'est pas de droit mais résulte d'une décision expresse de l'autorité territoriale. Le tableau annuel d'avancement est établi par l'autorité et est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire. Le taux de promotion déterminant les possibilités d'avancement de grade a été fixé par l'Assemblée délibérante après avis de la commission technique à 100%. Afin de pouvoir nommer les agents dans leur nouveau grade, il convient de créer les postes nécessaires. Le nombre de postes est déterminé en fonction des agents qui remplissent non seulement les conditions statutaires d'avancement, mais aussi les critères définis par la délibération du 12 novembre 2015, notamment la fixation à partir des éléments de l'entretien professionnel, des efforts de formation et l'ancienneté. Sous réserve de l'avis favorable de la commission administrative paritaire, la collectivité, conformément aux règles